Bonsoir, très heureux de vous retrouver à nouveau dans le cadre de cet exercice de redevabilité qui va porter ce soir sur un sujet qui tient particulièrement à cœur Son Excellence Monsieur le Président de la République, mais aussi tous les gouvernements, à savoir les opportunités qu'on peut dégager dans les secteurs de la sous-traitance, tant dans les secteurs miniers, parce que la sous-traitance, nous le verrons, ne concerne pas que les secteurs miniers, mais dans d'autres secteurs, dans l'objectif des données de l'emploi aux Congolais, de leur permettre d'avoir accès à des capitaux pour contribuer au développement de notre pays. Et donc ce soir, nous avons le privilège de recevoir à nouveau M. Miguel Cachal-Katem, qui est directeur général de l'Agence pour la régulation du secteur de la sous-traitance. C'est avec lui que nous allons faire le point notamment des décisions que vous avez suivies récemment, qui ont été annoncées par les différents médias, des décisions de fermeture, des décisions d'octroi des contrats à des entreprises congolaises. On fera plus ou moins le tour de la question pour nous permettre de nous situer sur les différents progrès ou les différentes évolutions que nous connaissons pour ces programmes qui, pour le gouvernement, est un programme crucial et un programme central. Bonsoir, Monsieur le Directeur Général. Bonsoir, monsieur. Merci de vous associer à cet exercice de redevabilité parce que régulièrement, nous voyons par exemple à la télévision nationale, on annonce des décisions et ce soir, nous voulons faire le point de toutes ces initiatives que vous prenez, mais surtout, nous voulons entendre du concret, notamment sur les nombres d'entreprises congolaises, si vous avez des statistiques qui sont nées et qui ont accès progressivement à des marchés. Et ce qui est bien, c'est que vous travaillez à l'échelle du pays. Autant on entend parler de la province du Haut-Uélé, autant on entend parler du Congo central, autant on entend parler du Lualaba. Et nous voulons que ce soir, vous puissiez nous faire plus ou moins ces tableaux généraux et à la lumière des questions qui viendront des professionnels de médias, nous pourrons aller un peu plus en profondeur sur un certain sujet. Donc, merci de vous associer ce soir. Mais est-ce que vous pouvez commencer par nous faire plus ou moins l'état des lieux aujourd'hui de la sous-traitance, mais surtout de la capacité de votre management à donner des opportunités aux entreprises congolaises? Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Merci beaucoup, chers journalistes. Comme venait de le dire Son Excellence, Monsieur le Ministre, je pense le micro. Il faut parler au micro, s'il vous plaît. Comme venait de dire Son Excellence, Monsieur le Ministre, nous sommes dans une politique de redevabilité, étant donné que vous savez que la sous-traitance tient à cœur les chefs de l'État, le gouvernement, afin de pouvoir développer la chaîne des valeurs. Et la sous-traitance ou la chaîne des valeurs a de l'impact direct dans nos populations tous les jours, avec pour conséquence la création massive d'emplois, vision chère au président de la République, qui a parlé et qui a promis les 6 millions, plus de 6 millions d'emplois, et je pense que nous sommes en train d'y aller progressivement, afin de pouvoir donner des statistiques à ce que nous sommes en train de faire. Comme je venais de le dire, nous sommes dans la politique de redevabilité. Récemment, je pense que vous avez suivi, nous avons publié les statistiques de 2023, 2024 et 2025. Ces statistiques sont disponibles sur notre site de l'ARSP et tout le monde peut aujourd'hui pouvoir accéder. Enfin, pourquoi nous avons publié ces statistiques? C'est pour démontrer d'où nous sommes venus et où nous sommes en train d'y aller. Vous allez vous rappeler que ce n'est pas la première fois que je suis passé devant ces plateaux. Et lorsque je suis passé pour faire l'état des lieux la première fois sur la vulgarisation et les contrôles de 2023, nous avons parlé que nous avons trouvé les statistiques sur toute l'étendue du territoire national. Il n'y avait que 300 millions de dollars comme chiffre d'affaires de la sous-traitance. Certes, la loi sur la sous-traitance a été votée plutôt en 2017, mais l'évaluation faite en 2022, donc nous étions à 300 millions de dollars sur toute l'étendue du territoire national. Et aujourd'hui, les statistiques que nous avons publiées, en 2023, nous sommes allés à plus de 2 milliards de dollars des chiffres d'affaires réalisés.
Donc, de plus de 300 millions en 2022 et à plus de 2 milliards de dollars en 2023. Donc, ceci démontre déjà l'impact de la vulgarisation que nous avons accélérée sur toute l'étendue du territoire national et aussi de mettre en place les parties prenantes. Donc, les sociétés principales, les corporations, entre autres la Fédération des entreprises du Congo, les autres corporations, donc toutes les parties prenantes, afin de leur dire qu'ils ne sont pas des adversaires, mais ils doivent travailler ensemble parce que la loi elle-même sur la sous-traitance parle d'un partenariat. Et quel est ce partenariat? C'est le partenariat entre les sous-traitants entre eux-mêmes, donc 51 pour les Congolais, 49 pour les expatriés. Et le deuxième partenariat, c'est les contrats qui lient une société principale et une sous-traitante. Et en 2024, nous sommes allés à plus de 2,4 milliards en 2024. Et en 2025, nous sommes allés à plus d'1,7 milliard. Pourquoi en 2025, les chiffres ont un peu baissé? Ce n'est pas un secret. Vous savez que l'année passée, en janvier, avec ce que nous avons connu comme guerre d'agression, intensifiée sur Goma et les Sud Kivu, ce qui fait qu'il y a eu quand même un peu d'impact négatif sur le fonctionnement de certains opérateurs économiques, et cela avait un tout petit peu impacté. Mais nous espérons, avec la volonté du chef de l'État, pour mettre fin définitivement à la guerre d'agression dans notre pays et la paix définitive, je pense que nous allons continuer de travailler pour le développement de notre pays et de notre population. Donc, alors, pour aussi très bien expliquer, sur les tableaux, vous allez voir, on a parlé des emplois déclarés à la demande des enregistrements. Donc, les emplois qui sont dans le dernier, les emplois qui sont répertoriés, on parle de 26 278, ce sont des emplois déclarés par les sous-traitants lorsqu'ils viennent pour s'enregistrer. Mais c'est différent, parce que lorsqu'une entreprise vient s'enregistrer, ça veut dire que c'est une entreprise qui n'a pas encore d'activité. Et lorsque maintenant ils ont l'activité, là, les déclarations ne suivent pas. C'est comme ça que nous nous sommes rapprochés de l'ONEM. Je pense que vous avez suivi, nous avons signé un protocole d'accord avec l'ONEM. L'ONEM aura accès à notre base de données. Nous aurons accès dans la base de données de l'ONEM sur base des déclarations et nous allons vérifier à l'ONEM combien d'entreprises ont déclaré le nombre des emplois. Mais nous travaillerons ensemble avec les sociétés principales. Pourquoi nous allons associer les sociétés principales? Parce que nous voulons avoir les statistiques des nombres d'emplois fiables que nous allons publier incessamment. Parce qu'il faut savoir qu'un opérateur économique, lorsqu'il va déclarer le nombre de travailleurs à l'État, il réduit toujours un peu les nombres pour ne pas payer plus. Mais lorsque nous mettons aussi la collaboration des entreprises principales, c'est qu'il déclare aussi au niveau de l'entreprise principale, par peur de perdre son contrat ou son marché, il va déclarer les vrais nombres. Et là, nous avons besoin de faire les statistiques, d'avoir les vrais nombres, et nous allons publier les statistiques fiables sur l'emploi créé dans la sous-traitance, qui contribue aux plus de 6 millions d'emplois, promesse du président de la République. Donc, je pense que d'ici là, nous allons publier ces statistiques. Ça sera des statistiques très fiables, comme nous venons de publier les statistiques sur les marchés de la sous-traitance. Et ce sont des statistiques que vous pouvez vérifier, même auprès des entreprises principales, parce que ces montants ici, ce sont des marchés réalisés en République démocratique du Congo, payés en République démocratique du Congo et retraçables dans l'assiette fiscale du pays.
Je pense que c'était ça même l'objectif. Et le combat du chef de l'État, c'est créer de l'emploi en interne avec des Congolais et que l'argent puisse circuler dans notre pays et que la sous-traitance doit servir de l'économie circulaire autour de nos matières premières. Donc, je pense que c'est un peu ça, Excellence, Monsieur le Ministre. Très bien. En termes de tour d'horizon, maintenant, peut-être qu'avant de procéder à l'enregistrement de questions de journalistes, sur le Congo central, nous avons suivi des décisions que vous avez prises. Peut-être qu'il faut nous expliquer les motivations qui ont conduit à ces décisions qui ont touché à peu près 400 entreprises qui opéraient dans les secteurs de la sous-traitance pour nous permettre une meilleure compréhension. Merci beaucoup. En fait, ce que vous devez savoir, la sous-traitance, quand on parle de la sous-traitance, je l'ai déjà dit plusieurs fois, ça ne concerne pas que les mines. Il est vrai que les mines font partie du moteur de notre économie, mais la sous-traitance, c'est dans tous les secteurs de la vie économique de notre pays. Raison pour laquelle, lorsque nous avons annoncé le contrôle, nous l'avons bien dit que nous allons commencer au Congo central. Et du Congo central, nous sommes allés au Haut-Ouélé, et du Haut-Ouélé, nous sommes allés à Mbujimaï, au Kasaï oriental. Et du Kasaï oriental, nous allons maintenant aller au Lualaba. Donc, d'ici la semaine prochaine, nous lançons les contrôles au Lualaba. Sans oublier aussi Kinshasa, d'ailleurs, parce qu'après le Congo central, il y a eu Kinshasa, le Haut-Ouélé et puis le Kasaï oriental. Pourquoi nous avons commencé au Congo central? Tout simplement parce que, premièrement, il n'y a jamais eu de contrôle au Congo central. Mais vous devez savoir que lorsqu'on parle des grandes industries au Congo, on ne peut pas exclure le Congo central, où tous les grands cimentiers sont là-bas, et même des grands ports de notre pays, c'est dans le Congo central. Et c'était important pour nous de pouvoir effectuer les contrôles là-bas afin de permettre à cette population entrepreneuriale du Congo central d'être captée dans la chaîne de valeur de la sous-traitance. Et nous avons fait un contrôle, vous avez vu ce qui s'est passé. Donc, à MGT, le port de Matadi, nous avons radié, je crois, plus de 50 sociétés sous-traitantes qui étaient inéligibles. Et les 4 cimentiers réunis, nous avons radié 408 sous-traitants. Lorsque vous dites inéligible, qu'entendez-vous? Parce que vous parlez à un public qui n'est pas aussi informé que vous sur le sujet. Le contrôle porte sur quoi spécifiquement? Comme nous sommes dans les secteurs portuaires ou dans le secteur du ciment, est-ce que ce sont des entreprises qui ne sont pas connues légalement? Ou est-ce qu'il y a des tâches ou des obligations dont ils ne se sont pas acquittés? Est-ce qu'on peut avoir un peu quelques critères qui permettent de faire ces contrôles? Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Pourquoi nous parlons des sociétés inéligibles au lieu de dire les sociétés des Congolais? Parce qu'il n'y a pas que des sociétés des Congolais dans la sous-traitance. La loi parle des sociétés à capitaux majoritairement congolais. Majoritairement. Quand on dit majoritairement, ça veut dire qu'il y a un actionnaire minoritaire. Donc, la loi parle de 51% pour les Congolais et 49% pour les expatriés. La loi n'exclut pas les expatriés. Ils sont aussi éligibles à la sous-traitance. Donc, c'est ces partenariats-là qui fait qu'on parle d'une société éligible. Éligible, ça veut dire, lorsqu'il y a ces partenariats, ça fait que l'entreprise soit éligible à la sous-traitance. Donc, une société sous-traitante, il peut y avoir des Congolais à 100%, mais les expatriés, comme ils ne sont pas exclus, donc ils sont aussi participants à la sous-traitance à 49%. Donc, s'il y a un Congolais à 51%, un expatrié à 49%, les deux font que la société soit une société éligible à la sous-traitance. C'est là qu'on parle de l'éligibilité dans la sous-traitance.
Alors, lorsque nous avons fait les contrôles au Congo central, le constat, je peux le dire, était très amer. Très amer parce que, déjà, par les nombres de sous-traitants qui ont été radiés, ce sont des sous-traitants où il n'y a pas de Congolais. Ça veut dire que ça ne respecte pas les normes. Et la plupart des entreprises sont à l'extérieur du pays. Ici, la déclaration qui a été faite par rapport aux statistiques, ces statistiques, ce sont des emplois créés en RDC, c'est les taxes payées au Congo, c'est l'administration fiscale du pays qui se développe. Mais lorsque nous avons des entreprises qui sont basées à l'extérieur du pays, même le Congo perd déjà, au niveau de l'administration fiscale, c'est l'emploi perdu, mais c'est l'argent fait au Congo. Je pense que nous avons décrié cela lorsque nous sommes arrivés à la tête de l'ARSP. Nous avons décrié cela et nous avions bien dit que nous allons combattre ces systèmes-là, les systèmes premièrement des prête-noms et ces systèmes d'être à l'extérieur du pays, faire l'argent avec le Congo, mais être à l'extérieur et faire profiter à un autre pays. Ceux qui veulent faire l'argent au Congo, qu'ils viennent créer des emplois au Congo, qu'ils viennent s'installer au Congo et qu'ils viennent développer l'économie congolaise. Je pense que ça a tout son sens. Donc, les entreprises que nous avons radiées, c'était des entreprises inéligibles. Nous avons ouvert une porte en disant que nous les avons donné 30 jours afin de pouvoir relancer les appels d'offres. Et nous avons ouvert aussi notre porte, que l'ARSP est ouverte. C'est lui qui a un recours, qu'il introduise son recours et qu'il vienne nous expliquer. Nous sommes là pour les échanges et pour voir comment faire avancer la sous-traitance dans notre pays. Voilà, merci beaucoup, Monsieur le Directeur Général. On va commencer la série des questions avec Monsieur Marlon Kachamou, qui sera suivi de Monsieur Patrick Lacoué. Allez-y, s'il vous plaît. Monsieur le DG, Monsieur le ministre, bonsoir. J'ai deux petites questions à poser au ministre, au DG et permettez-moi de les lire et puis d'entrer dans les vifs du sujet. En début d'année, nous avons suivi par la voie des ondes la publication d'une décision interdisant aux sociétés minières de fournir, de distribuer et de commercialiser directement les acides, la chaux vive, le charbon et autres réactifs. Pouvez-vous nous donner les motivations d'une telle décision? Ça, c'est un. Deuxième question, en rapport toujours avec cette décision, pensez-vous que les sous-traitants, congolais surtout, éligibles, ont la capacité de prendre en charge et répondre aux besoins en approvisionnement des réactifs dont l'industrie minière congolaise a besoin? En cas de déficit, comment envisagez-vous de résoudre cette éventuelle faille? Merci. Monsieur le Directeur Général, allez-y, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Vous avez posé la question sur la décision concernant l'interdiction aux sociétés minières de vendre les acides sulfuriques, la chaux vive, je pense que c'est ça? La chaux vive, le charbon et autres réactifs. Ok, ok. Premièrement, il faut d'abord savoir c'est quoi la sous-traitance. Par rapport à votre question, la sous-traitance, c'est une activité secondaire. C'est une chaîne de valeur. Et la loi sur la sous-traitance parle des sociétés sous-traitantes dans la chaîne des valeurs, pas les sociétés principales. Et
cette interdiction, lorsque nous parlons des vives, nous parlons du charbon, nous parlons de l'acide sulfurique, ce sont des réactifs. Ce sont des réactifs. Ce qu'il faut savoir d'abord, c'est la qualité d'une société principale. Comment je peux dire, son job description. C'est quoi? Une société minière, son objet social, c'est la production, la découverture et la commercialisation des minerais. C'est ça l'objet social d'une société minière. Et l'objet social d'une société sous-traitante, c'est intervenir dans la chaîne des valeurs. Est-ce qu'aujourd'hui, nous allons donner une attestation de l'ARSP à une société minière pour commencer à exercer les activités secondaires? Si le législateur a initié la loi sur la sous-traitance, c'était pour faire en sorte que les entreprises principales n'effectuent plus les activités secondaires. Parce qu'une société principale qui se retrouve dans les activités secondaires, où est la place de la sous-traitance et où est la place des sous-traitants? Et nous, en tant que régulateurs, nous sommes là pourquoi? Pourquoi on a créé la RSP? C'est pour réguler, c'est pour protéger les sous-traitants. Si nous laissons les sociétés principales exercer les activités des sous-traitants, à quoi sert la loi sur la sous-traitance? Ça veut dire que les sous-traitants vont disparaître et la sous-traitance n'a plus raison d'exister, elle doit disparaître. Soyons pédagogiques. Moi, je suis une société minière alpha. Vous avez dit mon travail, c'est de faire la découverture, la production. Il y a l'objet social. Et la commercialisation. Bien défini. C'est ça l'objet social. C'est ça l'objet social. Mais toutes les autres activités qui rentrent, par exemple, parce que pour faire une découverture, j'ai besoin d'engins. Donc, si je dois racheter du carburant, je ne peux pas, ça relève de la sous-traitance. La sous-traitance, c'est une activité secondaire, je répète, c'est une activité secondaire qui concourt à la réalisation d'une activité principale. C'est ça la sous-traitance. Si nous laissons aujourd'hui les entreprises minières se livrer eux-mêmes, la chaux vive, l'acide sulfurique, les charbons, mais ça, ce sont des réactifs. Mais où est la place maintenant des sous-traitants? Ça veut dire que la sous-traitance va disparaître. Que chacun reste dans son objet social. Très bien. Il y avait un deuxième volet de sa question. Toujours, Okay. Peut-être que vous pouvez Est-ce récapituler. que les sous-traitants ont la capacité de prendre en charge et répondre aux besoins en approvisionnement des réactifs? Mais tout ce temps ici, comment fonctionnent les sociétés minières? Qui livre les charbons? Qui livre les acides sulfuriques? Qui livre la chaux vive? Ce sont les sous-traitants. Et d'ailleurs, pour votre question, je vais quand même bien vous compléter parce que j'aimerais vraiment vous éclairer et éclairer l'opinion. Notre décision, si vous suivez bien notre décision, nous n'avons pas interdit aux sociétés principales de commercialiser. Mais nous les avons dit de travailler avec les maisons de distribution. Parce que les maisons de distribution sont revêtues de la qualité des sous-traitants. Ça veut dire, Camoa par exemple, veut vendre son acide sulfurique à Sicomine, par exemple. Il ne peut pas vendre directement parce qu'il n'a pas la qualité. Il n'est pas revêtu de la qualité d'un sous-traitant. Il n'a pas l'attestation de l'ARSP, de la sous-traitance qu'on peut lui donner pour qu'il soit éligible à la sous-traitance. Et on ne fera pas cela. Mais nous prenons un sous-traitant éligible, on lui dit, désormais, toi tu es là, tu feras le pont entre Camoa et Sicomine. Parce que lui est revêtu de la qualité des sous-traitants. En même temps, Camoa peut vendre son acide, mais en respectant la loi, dans la conformité. Entre autres, le sous-traitant qui est au milieu,
qu'il y ait une maison de distribution, c'est un marché créé et c'est un emploi créé en RDC. Merci. Merci. Je crois que pour bien faire, monsieur, je répondrai évidemment à votre question, je complète les directeurs généraux. Il faut savoir, comme il le disait tout à l'heure, il y a un objet social de l'entreprise. La sous-traitance ou la RSP répertorie tous les jobs ou tous les besoins qui peuvent être éligibles à la sous-traitance et les confie. Parce que pour être sous-traitant, vous devez avoir un certificat légalement établi et il y a évidemment des conditions. Vous devez faire preuve d'un certain nombre de conditions. Et donc, tous les aspects, en dehors des principaux décrits dans l'objet social d'une société A, la société principale, ne peuvent pas, la société principale qui a des activités définies dans son objet social, par exemple, ne peut pas faire des activités secondaires à son activité principale sans passer par la sous-traitance ou sans payer un sous-traitant. Donc, c'est peut-être la gymnastique qu'il faut comprendre. Et dans la sous-traitance, évidemment, il y a beaucoup des besoins. On parle de réactifs, on parle de transport à certains égards, quelque part, on parle de carburant, on parle de services. Et donc, c'est vraiment des grosses opportunités qui sont données et qui aujourd'hui est utilisée par le gouvernement sous l'impulsion du président de la République pour générer des opportunités d'emploi pour les Congolais. On aura l'occasion de revenir. On va prendre les questions de M. Patrick Lacoué. Merci beaucoup, Excellence, pour la parole. Monsieur le directeur général, depuis l'installation de l'ARSP, l'impression générale était que l'ARSP est une entité de l'État qui ne gère que le côté minier et en termes de géographie du pays, l'ARSP avait juste jeté son dévolu sur la partie est du pays. Mais tout à l'heure, vous avez quand même expliqué la partie est ou sud-est. Est et sud-est. Voilà. Et vous venez de faire une petite démonstration sur la partie ouest avec le Congo central. Pouvons-nous savoir pourquoi ce revirement et pour ne pas tomber dans ce jugement que l'ARSP ne s'occupe que du secteur minier, pouvez-vous nous faire un top 5 des secteurs que vous avez eu à gérer et à bien gérer? Deuxième préoccupation, dans l'exercice 2024 et 2025, est-ce que l'ARSP a des données statistiques fiables sur l'accès au marché des différentes entreprises congolaises de sous-traitance? Merci. Voilà, merci. Merci beaucoup. Comme je venais de le dire, il est certes vrai que les mines représentent vraiment l'économie, représentent une grande partie du moteur de notre économie. Mais cela n'a pas justifié pourquoi nous avons commencé par là. Mais nous avons commencé par là parce que c'est là où il y avait beaucoup plus du désordre. Du désordre parce que il y a beaucoup de sociétés principales dans ces domaines qui pensaient que c'était un terrain conquis. Conquis parce que la loi sur la sous-traitance a été votée en 2017. Nous sommes arrivés par la volonté du président de la République, chef de l'État, qui a redynamisé la RSP en octobre 2022. Je pourrais dire soit de 2017 à 2022, plus de 4 ans. Et nous vous avons donné les statistiques de ces 4 ans, plus de 300 millions de dollars pour un pays qui, à l'époque, produisait plus de 2 800 000 tonnes l'an.
mais avec une sous-traitance de plus de 300 millions de dollars. Nous avions décrié ça à l'époque, que c'était un contraste. C'était un contraste et c'était inacceptable. C'est sur cette question que nous devons saluer le courage du président de la République, que c'est un fils de ce pays. Nous venons de vous donner les statistiques. Il est vrai que nous vous avions dit que la sous-traitance générait et génère 8 milliards de dollars l'an. Mais les statistiques qu'on vous donne, ça montre quand même des avancées. D'une volonté politique au sommet de l'État afin de pouvoir changer les choses. Les statistiques qu'on vient de vous donner, de 2000, je profite déjà pour répondre même à votre deuxième question. En 2023, nous sommes à plus de 2 milliards de dollars. Nous venons de 300 millions à plus de 2 milliards de dollars en 2023. Et 2024, nous sommes à plus de 2 milliards 400 millions de dollars. En 2025, je viens de l'expliquer ici pourquoi nous sommes un tout petit peu retombés à plus d'1,7 milliard. Ça montre les avancées. Ces statistiques sont vérifiables. Entrez dans notre site, vous allez voir les statistiques province par province et secteur par secteur. Ça n'a pas existé dans ces pays. C'est, je le répète encore, que nous avons un fils de ces pays, non seulement qu'il défend les pays sur le plan sécuritaire, mais sur le plan économique, nous sommes en train de voir des avancées et des progrès. Il est certes que ça n'a pas été facile, et ce n'est toujours pas facile, d'un groupe de gens habitués à un certain système qui existait depuis longtemps et venir changer ça d'un coup. Nous y allons aussi méthodiquement, en tenant compte aussi du climat des affaires. Comme vous le savez, le président de la République a créé toute une cellule du climat des affaires. Donc nous y allons d'une manière méthodique. Pourquoi nous y allons d'une manière méthodique? Parce qu'il y a déjà des textes légaux qui sont là, et nous devons rester que dans les textes légaux. Parce que si nous voulons aller en dehors des textes légaux, je pense que l'ARSP va taper à côté. Et cela n'arrivera jamais parce que nous veillons à ça. Vous allez vous rappeler que dans les années 1970, il y a eu des réformes similaires. Mais par manque d'encadrement, vous savez ce qui a suivi après. Donc, nous sommes en train d'y aller méthodiquement. Il y a beaucoup de réformes que le chef de l'État a mises en place. Il y a des structures sœurs qui nous accompagnent aussi. Il n'y a pas que l'ARSP. Et ensemble, cet écosystème entrepreneurial fait en sorte que nous sommes en train d'y aller méthodiquement. Et c'est grâce à ça que nous sommes en train de pouvoir publier ces statistiques qui montrent une progression vers une indépendance économique congolaise voulue par le président de la République. Voilà, merci. On va prendre la prochaine question de M. Eric Izami, et puis ce sera M. Martin Moudimbi. Merci de la parole, Monsieur le ministre et Monsieur le DG. Je commence par la toute première question. Dans la cité de Doko, ville de Dourba, territoire de Ouatsa, et même par extension le territoire de Faradji, nous sommes dans le Haut-Ouélé, la demande ne fait que croître. La mine principale, c'est Kibali Gold Mines. Mais autour, il y a 400 entreprises, micro-entreprises. Si en 2009, cette contrée n'avait que 9 000 habitants, aujourd'hui, ils sont à près de 500 000 habitants. Alors, il n'y a pas longtemps, il y a eu des échauffourées, de montée des vagues
pour exiger à ce qu'ils aient accès aussi au travail. Mais la mine ne peut pas engager tout le monde. Qu'est-ce que vous, au niveau de l'ARSP, vous faites pour leur donner la possibilité aussi d'avoir du travail? Je suis heureux que, monsieur le DG, vous ait évoqué un autre secteur. Il s'agit de cimentiers, ici dans le Congo central, la porte du Congo-Kinshasa. Et là, vous avez bien dit que vous aviez eu à radier 408 opérateurs qui n'étaient pas éligibles autrefois, mais que vous leur demandez s'ils ont des recours à venir, vous le déposez. Mais je me souviens, en 2025, février, nous sommes à Cape Town, dans la salle, il y a l'une des dames qui vous avait dit et fait le reproche que vous avez des très beaux bureaux ici à la Gombe, mais il est difficile d'accéder à vous, monsieur le DG. Vous rassurez à ceux-là qu'ils vont facilement vous avoir pour déposer leur, comment on dit, recours. Et puis, je sais que le ministre Mouyaya, il est toujours debout. Et d'ailleurs, il nous encourage. Il est au four au moulin pour travailler pour la République. Mais on vous voit de moins en moins depuis un temps. Et je comprends, votre timing est chargé. Mais monsieur le ministre Mouyaya, sans cet ingrédient, on aura du mal à faire même la sous-traitance, la paix. Et la question c'est, où en est-on aujourd'hui avec le processus de Doha? Je voudrais faire remarquer une chose et saluer en même temps l'action du gouvernement, particulièrement dans le domaine minier, parce que le ministre actuel, lui, Atum Kabamba, c'est vraiment un poisson dans l'eau et il fait bouger positivement les lignes. Mais il a affiché une ambition lors de Indaba 2026. Si en 2025, on avait dit on va diversifier les partenaires, les zones d'exploitation, les types de minerais exploités, mais en 2026, le Congo, notre pays, a affiché son ambition pour dire que plus jamais on va exporter nos minerais de manière brute. Il nous faudra aussi les traiter déjà sur place. Alors, pour la sous-traitance, que faites-vous, par exemple, pour donner à notre capital humain l'expertise voulue pour participer et capter aussi les milliards qui peuvent venir? Merci. Plusieurs questions en même temps, plusieurs commentaires. Je crois que vous avez fait ce que les autres ne doivent pas faire, sinon nous dormirons ici en termes de nombre de questions. Le directeur général pourra vous répondre pour les questions qui les concernent. Et moi, je pourrai revenir après son intervention pour faire ces commentaires. Et il faut qu'on s'assure que nous restons sur le sujet, parce que ce soir, nous avons plutôt un focus sur un sujet bien technique. Ce serait bien que les uns et les autres puissent être édifiés. Voilà, monsieur le directeur général, pour vos questions des drogues de Dourba, de Farage, dans les Hauts-Touélé. Merci beaucoup. Par rapport à votre question, vous avez dit que il n'y a que, si je comprends très bien, il n'y a que la société Kibali qui existe pour le moment, comme la plus grande société dans les Hauts-Touélé à Dourba, et qu'à l'époque, il y avait 400 sous-traitants. Je pense que c'est ça. Et aujourd'hui, comment faire pour donner du travail à cette population? Je pense que c'est ça votre travail, votre question plutôt. Merci beaucoup. Je pense que vous avez vu, nous étions à Dourba après le Congo central. Nous avons fait un contrôle et il y a eu une décision qui a été prise sur la radiation des sous-traitants. Nous avons radié 3, mais le travail n'est pas encore fini parce qu'au moment où je vous parle, il y a nos équipes qui sont encore à Dourba sur les sites de Kibali pour finaliser les travaux, mais aussi faire le suivi de la décision qui a été prise. Premièrement, créer l'emploi au Congo au travers de la sous-traitance. Il faut que les sous-traitants soient des sous-traitants éligibles en RDC. Qu'est-ce que nous avons constaté
À Dourba, pourquoi nous avons radié directement ces entreprises? Il y a une entreprise qui est elle-même une société sous-traitante où tous les autres sous-traitants, bien qu'ils ont un contrat direct avec Kibali, ils doivent passer par cette entreprise-là pour être payés, pour livrer et être payés. Et ils doivent laisser, je crois, 5% de leurs revenus. Nous avons dit que non, ça ne doit pas se passer comme ça. Alors, pour un sous-traitant qui vend de l'eau, par exemple, il y a quel bénéfice dans l'eau pour qu'après avoir eu son contrat, il doit être sous-traité, encore par un sous-traitant, et pour être payé par ces sous-traitants-là, et laisser 5%. Non. Chacun, si vous avez signé un contrat avec l'entreprise principale, c'est l'entreprise principale, même sous le plan juridique. Parce qu'un contrat, c'est quoi? Un contrat, c'est l'obligation des parties. Quand vous signez un contrat avec une tierce personne, vous vous engagez vis-à-vis de cette personne. Et nous avons pris cette décision pour annuler cette centrale d'achat et que chacun puisse avoir son contrat et jouir de son contrat lui-même. Ça, c'est pourquoi nous avons radié la société en question, la société TCL. Je pense que ce n'est pas un secret, vous avez suivi la société TCL. Et il y a aussi la société KMS et Bottlonger. En 2024, lorsque nous avons effectué les contrôles à Kibali, Kibali nous a vus, nous avons essayé de discuter. Ils nous ont dit, si vous radiez cette entreprise KMS, ça va impacter sur notre production. Il faudrait qu'il y ait une dérogation, et après la dérogation, comme ça, vous pouvez prendre une décision définitive. C'est ce qui a été fait. Il y a eu un accord transactionnel qui a été signé, non pas seulement pour KMS, c'était, je crois, au total 6 sous-traitants. Parmi les 6 sous-traitants, il y a 2 ou 3 sous-traitants qui interviennent dans l'oxygène, dans la mine. Et là, nous avons dit qu'on ne va pas toucher. Pourquoi? Parce que si il y a l'oxygène qui n'entre pas dans la mine, on risque d'avoir mort d'homme. Et les autres sociétés, comme KMS, qui fait l'excavation, mais l'expertise est au Congo. Allez à Kibali aujourd'hui, il y a des sous-traitants qui font exactement la même chose que fait KMS. Nous avons donné une dérogation de 6 mois. Je parle bien de 2024. Nous sommes rentrés en 2025, au mois d'octobre. On constate que la société opérait sans partenariat. Nous avons dit, OK, il n'y a pas un partenariat. Lorsque nous avons donné la dérogation, parce que la dérogation, on ne la donne pas comme ça. Il y a des obligations. Il y a les obligations. Quelles sont ces obligations? C'est le transfert de la compétence. Nous avons dit, dans le cahier des charges, où est le transfert de la compétence, des compétences que vous avez faites? Non, on n'a rien fait. Alors je pose la question, ça veut dire que vous, lorsque vous intervenez, lorsque vous faites vos affaires au Congo, mais les jours que vous décidez de partir, ça veut dire que l'économie du pays doit tomber parce que vous avez caché votre technologie. Ça ne se fait pas. Comment la Chine est devenue une superpuissance en matière de la technologie? C'est parce qu'il y a eu transfert des technologies définies par l'État chinois dans un cahier des charges par les entreprises qui sont allées investir en Chine. Et aujourd'hui, nous avons même certains accords, on le voit,
Certains pays, pour acheter des avions ou des avions, on achète des avions à une condition que vous transférez dans 5 ans ou dans 10 ans cette technologie à notre population. C'est pour résoudre cette question où les jours que l'investisseur décide de partir, l'économie du pays tombe. Nous avons demandé à KMS, montrez-nous le cahier des charges. Quel est le transfert de la technologie que vous avez effectué, que vous avez fait en RDC? Il n'y a pas eu de cahier des charges. Il n'y a pas eu de transfert de technologie. Ça, c'est un. Alors, j'ai dit, deuxièmement, nous avons dit, ce que vous faites, il y a déjà des Congolais qui le font. Allez vérifier, vous allez voir qu'il y a des Congolais qui font exactement ce qu'ils font. Et sur ce, d'abord, ce n'est pas une société éligible, il n'y a pas de transfert de compétences. C'est comme ça que nous avons pris la décision de pouvoir l'éradier carrément et définitivement. Parce que la dérogation, nous l'avons donnée pour 6 mois, mais on vient vérifier 2 ans après, rien n'a été fait. Et nous, en tant que régulateurs et en tant que l'État congolais, on a constaté et nous avons régulé. Alors, je pense que lorsque nous créons des espaces, les opportunités qui s'ouvrent comme ça pour les sociétés éligibles à la sous-traitance en RDC, il y a des entreprises locaux qui entrent parce que si vous suivez notre décision, nous disons que pour ne pas perturber le fonctionnement de l'entreprise, nous donnons un délai afin de pouvoir relancer les appels d'offres et qu'il y ait les entreprises éligibles pour soumissionner. Premièrement, c'est pour sauver d'abord la société principale. Parce qu'on ne veut pas prendre une décision qui impacte directement la société principale. Parce que là, on va préjudicier non seulement la société, les pays aussi, et même les emplois créés par la société principale. Nous donnons un délai pour qu'ils puissent relancer les appels d'offres et que les sociétés éligibles puissent pouvoir postuler. Et lorsque les sociétés éligibles postulent, ce sont des sociétés en RDC, premièrement, il n'y aura pas de fuite de capitaux. Parce qu'ils vont payer dans les banques congolaises. Ils vont payer des taxes ici au Congo. Ils vont créer de l'emploi au Congo. Non seulement qu'ils vont créer de l'emploi, mais ils vont aussi laisser l'expertise dans le pays. Donc, je pense que c'était ça par rapport à votre première question. La deuxième question, vous avez dit la décision prise au Congo central par rapport au recours. Si les DG est joignable, je pense que c'était ça. Mais l'ARSP, c'est une institution. C'est une institution qui ne dépend pas que du DG, parce que je peux tomber malade, je peux être absent. L'institution fonctionne. Parce qu'ici, on parle de l'ARSP en tant qu'institution. Donc, si le DG n'est pas là, je pense que les choses fonctionnent. Et d'ailleurs, ça, ce ne sont même pas des questions que les DG résout en premier lieu. Il y a toute une direction de suivi et évaluation des marchés qui existe. Il y a un directeur là-bas. Il y a les directeurs de l'inspection et du contrôle. Il y a les directeurs des opérations. Il y a les directeurs juridiques. Je pense qu'ils sont là pour résoudre. Et ça, ce n'est pas un problème qu'il faut atteindre directement les DG, parce que l'ARSP, c'est une institution. Et après avoir traité, les dossiers vont remonter au niveau du DG et nous allons examiner et pouvoir décider. Voilà. Et donc, je crois qu'il y avait une question qui m'est concernée à propos du processus de paix. Je ne ferai pas de commentaires sur ce que vous aviez dit tout à l'heure. C'est la preuve que vous ne regardez pas toujours la télé vendredi soir, parce que je suis toujours là et qu'on répond toujours à des questions spécifiques. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis les dernières discussions qu'il y a eu à montrer en Suisse, sous les auspices évidemment du gouvernement américain, en appui avec la médiation qatari, nous avons discuté, nous avons fait de progrès, on peut considérer, au plan diplomatique, dans la discussion avec le FIS, en l'occurrence la FCM 23. Et de ces points de vue, on a signé les mémorandums qui permettent l'opérationnalisation du mécanisme des cessez-le-feu. Une réunion est prévue demain, justement, pour discuter d'une éventuelle date qui permettra de faire la première mission de ces mécanismes qui devra
permettre d'avoir un dispositif qui vérifie les violations des cessez-le-feu sur le terrain. Je voudrais ici faire le relais des différents communiqués de l'armée que vous devez avoir vus. Ça veut dire que pendant que nous sommes engagés dans un processus de paix où nous discutons, mais le père et le fils, en l'occurrence le Rwanda et la FCM 23, continuent les agissements sur terrain spécifiquement dans les hauts plateaux, mais nos forces armées sont pleinement mobilisées pour contenir toutes ces actions. Je dois rappeler aussi que dans les prochains rounds des discussions qui sont prévus, il y aura des points qui seront abordés, notamment sur le protocole humanitaire qui, pour nous, est prioritaire. Il faut arriver à trouver un compromis qui permette l'arrivée de l'aide humanitaire pour nos populations qui sont bloquées par cette situation. Je rappelle ici que depuis le 30 octobre de l'année dernière, autour du président Macron, nous avons agréé sur un certain nombre de priorités qui doivent nous permettre d'agir pour appuyer nos populations qui ploient sous cette occupation. Mais vous connaissez d'où viennent les blocages et je pense que dans les jours qui viennent, dans les cadres des discussions qui seront faites, cela sera déverrouillé. Je rappelle aussi que l'un des éléments qu'il faut retenir de ce qui a été discuté à Genève, c'est le rôle de la MONUSCO qui sera au milieu pour appuyer techniquement cette opération. Lorsqu'on parle d'un cessez-le-feu, c'est les premiers points à partir duquel nous devons nous accorder avant de bien avancer sur les autres. Et je pense que cette fois-ci, nous sommes dans une dynamique, en tout cas nous, République démocratique du Congo, nous allons continuer de faire notre part, respecter nos engagements pour être sûr que très rapidement, on desserre les taux sur nos populations. Voilà le commentaire que je voulais faire à ce sujet. Évidemment, vous avez parlé de ce que le ministre Ouattoum avait dit ici. C'est une ambition pour nous d'avoir de la plus-value avant l'exportation de nos minerais ici. Il y a des stratégies qui sont mises en place, notamment en province du Lualaba. Nous en parlions avec la gouverneure Masuka. Nous allons y arriver parce que les mines partent d'abord de la République démocratique du Congo. On va prendre les questions suivantes. J'espère qu'elles seront courtes parce que nous devons terminer cet exercice. Après Martin Moudimbi, on prendra M. Patient Debaba, M. Pascal Moulegua et M. Pichou Moulumba. On terminera par cette série avec Mme Ginoré Matabou pour la voix féminine de ce soir. Allez-y, s'il vous plaît, M. Matabou. Merci, Excellence, pour la question. Deux petites questions au directeur Miguel, Monsieur le directeur général. Pouvez-vous nous expliquer les objectifs et les retombées attendues autour de ce protocole d'accord récemment signé entre votre structure et les ministères de la formation professionnelle? Quel impact concret autour de ce protocole sur l'emploi des jeunes? Et puis, dans les secteurs de transport, le monde entrepreneurial a suivi une décision sur les transports frontaliers des marchandises au départ de la République démocratique du Congo. Comment se fera la mise en œuvre d'une pareille mesure, et surtout vis-à-vis des transporteurs détenteurs de plaques d'immatriculation étrangère? Avez-vous donné un délai pour que les concernés puissent se préparer à cette nouvelle donne? Merci. Voilà, merci. On va enregistrer les questions, Monsieur le directeur général. Nous pourrons y répondre une fois à la fin pour faire une économie de temps. Allez-y, Monsieur Pascal Moulegua, s'il vous plaît. Monsieur le directeur général de l'ARSP, vous ne cessiez de le dire sur RFI en 2023 que la fraude dans les secteurs de la sous-traitance faisait échapper au circuit économique congolais formel 8 milliards de dollars. Avec vos réformes, toutes les missions de contrôle, combien avez-vous réussi à ramener dans les circuits officiels et quels sont les défis auxquels vous faites face? Ma question reste toujours dans les secteurs de la sous-traitance, mais cette fois, vous vous en doutiez peut-être, mais c'est dans les secteurs publics. Monsieur le ministre, comme l'actualité l'oblige, la question des migrants américains accueillis sur le territoire congolais, peut-on en savoir davantage? Combien de temps vont-ils passer? Parce que certains disent qu'ils n'ont que 7 jours pour se décider s'ils vont rester à Kinshasa ou soit ils doivent retourner chez eux. Peut-on en savoir plus encore sur cette annonce d'accueil des migrants afghans dans un État déjà menacé par l'État islamique? Merci. Merci. Monsieur Patient, allez-y, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Monsieur le DG, certains rapports, et d'ailleurs vous venez de les confirmer, disent que l'ARSP perd beaucoup de dollars
en termes de milliards. Et on aimerait savoir, est-ce qu'il y a des mesures contraignantes, à part radier une entreprise de sous-traitance, est-ce qu'il y a des mesures contraignantes, des sanctions qui ont été envisagées dans ce sens-là? Je viens du Sud Kivu, Excellence Monsieur le Ministre. Des entreprises collaborent dans le secteur des minerais et aujourd'hui, le gouverneur, je crois, était ici, dans ce studio, Maman Ngebi, et avait évoqué que la rébellion encaisse autour de 17 millions de dollars. Et on aimerait savoir quelle est la sanction réservée, monsieur le directeur général, aux entreprises qui collaborent dans l'enrichissement de la rébellion à l'est de la RDC, où il y a une menace criante avec le contexte sécuritaire. Sur le plan politique, Excellence Monsieur le Ministre, à Uvira, l'actualité reste dominée par la motion de censure contre le gouverneur de province, et qui semble être étouffée avec les télégrammes du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, où il a invité les bureaux de l'Assemblée provinciale et le gouverneur de province ici à Kinshasa. Nous sommes également conscients, la population est consciente que la province traverse un moment difficile de crise sécuritaire parce que les rebelles sont à quelques kilomètres de la ville d'Uvira. Est-ce que, par rapport au contexte sécuritaire, il serait indispensable de surseoir, de suspendre même l'activité parlementaire, les actions parlementaires, parce que nous sommes en train de mener la guerre sur différents aspects? Ou soit, est-ce qu'il faut autoriser qu'il y ait l'action parlementaire, des motions de censure qui vont viser les gouverneurs, malgré qu'il y a un contexte sécuritaire qui nous menace? Ok, merci. Très bien. Merci. Monsieur Pichou Moulumba, s'il vous plaît. Merci. Monsieur le DG, il apparaît clairement, suivant vos dires, que malgré les avancées affichées, le même faille persiste, notamment le contournement de la loi par certaines sociétés principales. Dans ces conditions, au-delà du registre des sanctions, quelles réponses concrètes et opérationnelles l'ARSP apporte-t-elle pour restaurer l'autorité de la loi et garantir des retombées économiques réelles au profit des Congolais? La dernière question, les sous-traitants congolais disposent-ils réellement des capacités financières nécessaires pour exécuter efficacement les marchés mis à leur disposition par l'ARSP sans risque de fragiliser les climats des affaires en République démocratique du Congo? Merci. Merci. Dernière question, Madame Zino. Merci beaucoup, Excellence. Je reviens sur la question d'Éric Izami. J'aimerais quand même que, Monsieur le Ministre, vous soyez direct avec nous, parce que ça fait longtemps, on a entamé des différents processus, mais on n'arrive pas. J'aimerais aujourd'hui que vous disiez à la population à quand on peut envisager l'aboutissement du processus de Doha. La deuxième question, en tout cas, je me sentirais un peu coupable si je ne la pose pas. Vous suivez comme nous aussi ce qui se passe dans les réseaux sociaux, surtout avec des propos parfois très excessifs et ça dérange un peu. Je ne sais pas. Aujourd'hui, on peut dire que le code du numérique a montré ses limites, doit être adapté pour que le secteur soit vraiment dans les réseaux sociaux, ça ne va plus. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Rehema. Techniquement, on va commencer par le directeur général pour les questions qui les concernent et j'aurai l'occasion de ramasser les questions que vous m'avez posées pour apporter des éléments d'éclairage. Monsieur le directeur général, allez-y, s'il vous plaît. Merci beaucoup. La question sur le protocole d'accord avec les ministères de la formation professionnelle sur le programme VAE, valorisation des acquis de l'expérience. Pourquoi nous avons signé ces protocoles d'accord? Premièrement, c'est pour insérer cette main-d'œuvre dans la chaîne des valeurs. Aujourd'hui, une société d'excavation, par exemple, ou une société qui fait la maintenance des climatiseurs, ou une société de maçonnerie, parce que la maçonnerie, il y a aussi les tout-travaux. Alors, tous ces gens-là,
au lieu qu'ils croisent les bras, au lieu qu'ils entrent dans les groupes armés, au lieu qu'ils soient des bandits pour déranger la population, mais s'ils savent quand même faire quelque chose, il faut les occuper. Et en les occupant, on réduit le chômage dans le pays et on crée de l'emploi. Alors, c'était un constat. C'est comme ça que nous nous sommes rapprochés avec le ministère de la formation professionnelle, parce qu'aujourd'hui, les sociétés qui ont des contrats de construction dans la sous-traitance, il y a le métier de tous travaux. Donc, tous ces gens-là, ils ne sont pas valorisés tout simplement parce qu'ils n'ont pas un document qui montre qu'ils ont fait une quelconque formation. Alors, c'est comme ça que nous nous sommes dit que ce sont des jeunes gens qu'il faut occuper. Et comment il faut les occuper? Il faut d'abord savoir que les marchés que gagnent les sous-traitants aujourd'hui, partout qu'ils soient, il l'a grâce à l'État congolais. Mais l'État congolais, en fournissant ces efforts-là pour donner ces marchés-là, pour faire en sorte que les sous-traitants accèdent au marché, c'est quoi? Premièrement, d'abord, c'est la création des emplois. Pourquoi il faut créer des emplois? C'est pour résoudre toutes les tensions sociales. Et aussi, c'est pour agrandir l'assiette fiscale. Nous avons 100 millions d'habitants. Si chaque Congolais pouvait payer $1 des taxes par jour, c'est 100 millions de dollars par jour que l'État va encaisser. Fois 30, ça fait combien? On va résoudre le problème, on va construire des routes, d'ailleurs que nous sommes en train de voir. On va construire des routes, je pense que vous voyez les routes, les universités, tout ça, c'est grâce aux contribuables. Mais ces jeunes gens aussi, au lieu qu'ils soient en cours de route, on peut les insérer dans les entreprises sous-traitantes. Une fois qu'ils ont ces documents, ces certificats, de cette reconnaissance de la valorisation des acquis, ces jeunes gens-là deviennent utiles. Et nous pouvons facilement, en collaboration avec les entreprises sous-traitantes qui gagnent des marchés tous les jours, on peut aussi voir comment ces sous-traitants peuvent travailler avec ces jeunes gens. Là, par exemple, la maintenance des climatiseurs, vous n'avez pas besoin d'un ingénieur pour le faire. Prendre les briques, mettre de l'autre côté, déplacer, vous n'avez pas besoin d'un ingénieur. Les mécaniciens qui font les petits véhicules, vous n'avez pas besoin d'un ingénieur pour ça. Donc, c'est pour contribuer à la création d'emplois. Donc, nous avons choisi Mbuji-Mayi. Je pense que ça va se répercuter dans toutes les provinces. Et l'objectif, comme je le dis toujours, il n'y a pas de provinces riches et de provinces pauvres. Chaque province a ses réalités économiques qu'il faut adapter. C'est ce qui est en train d'être fait. Merci. Voilà. Pour revenir aux questions qui ont été les miennes, je veux commencer par la question de M. Pascal Moulégois sur les ressortissants de pays tiers. Je dois rappeler d'abord que sur ces sujets, dès le premier jour, nous avons choisi la transparence et il faut éviter d'entretenir une quelconque forme de confusion parce que je trouve quelque peu dangereux votre parallélisme. Lorsqu'on parle des Afghans, on veut parler de l'État islamique, tout de suite, ça peut avoir vocation à faire peur. Mais ce que vous devez savoir, c'est que les personnes qui sont arrivées, donc les ressortissants de pays tiers qui sont arrivés, ont des titres de séjour qui sont réguliers. Et d'ailleurs, à travers les organisations internationales qui collaborent avec le gouvernement dans ces processus, il y a déjà des contacts avec leurs pays respectifs et peut-être que dans les prochains jours, dès que ces contacts auront abouti, on pourra vous informer que certains, on a pu trouver un compromis pour qu'ils retournent dans leur pays d'origine parce que comme nous le disons dès le départ, c'est un séjour temporaire. Bon, sur la question des Afghans, évidemment, j'ai été appelé plusieurs fois par des médias internationaux qui sont intéressés. Je crois que le principe que nous avons adopté en termes de transparence, s'il y a des éléments
qui vont dans ce sens, nous serons en mesure de venir les confirmer pour que les uns et les autres puissent être informés. Ici, je tiens à rappeler qu'il faut éviter de s'aimer la peur, dans notre opinion. C'est une opération qui est encadrée dans le temps et les dispositions sont prises pour que toutes les personnes qui arrivent ici, nous avons l'occasion à travers le service du ministère de l'Intérieur de faire ce qu'on appelle vetting et pour nous assurer qu'ils ne posent pas des problèmes de sécurité dans cet environnement. Et d'ailleurs, certains nous l'ont reproché, entre guillemets, de voir que certains accordent même des interviews. Si nous étions dans un contexte où nous voulons étouffer leur liberté, je ne suis pas sûr que ces interviews auraient été accordées. Donc il faut nous faire confiance à ces sujets-là. Nous aurons l'occasion de revenir avec des éléments lorsque nous en aurons, évidemment, en fonction de l'évolution de nos discussions. Alors, je fais un parallélisme avec ce qu'a posé comme question Madame Rehema, parce qu'évidemment, ce que nous avons vu sur les réseaux sociaux, bien au-delà de la critique, parce que n'oubliez pas que nous sommes la République démocratique du Congo et que depuis les débuts de ces conflits avec le Rwanda, nous avons fait le choix de préserver ce que nous avons comme acquis démocratique. Je peux rappeler même un peu plus tôt, y compris pendant une période de tension, pendant la période électorale en décembre 2023, l'Internet n'a pas été censuré comme on le voyait par avant. C'est-à-dire que nous avons fait le choix de la démocratie par conviction. Mais nous observons par ailleurs que l'usage de ces démocraties, notamment sur les réseaux sociaux, pose problème. Parce qu'on a droit à la critique, mais on n'a pas droit à l'insulte, on n'a pas droit aux menaces, on n'a pas droit au harcèlement. Il y a des principes, des droits qui doivent être connus de tous. Autant nous tenons à la Constitution dans ce qu'elle prévoit en termes de promotion des respects des libertés, autant cette Constitution prévoit aussi que les droits des uns et des autres qui sont lésés puissent obtenir justice. Je dois vous rappeler peut-être qu'on refera une communication spécifiquement à ces sujets avec le ministre de la Justice autour de la circulaire qu'il avait publiée pour que les uns et les autres sachent que dorénavant, il ne faut pas considérer les réseaux sociaux comme un espace de libertinage où vous pouvez aller dans les attaques, dans les insultes, dans la diffusion des messages de haine, des messages contre toutes les personnalités, publiques ou pas publiques. Ce que nous vivons sur nos réseaux sociaux, c'est un dérapage. Et donc, lorsque nous faisons ces rappels, ce n'est pas que nous voulons mettre l'épée sur chacun de nos compatriotes, on ne sera jamais derrière tout le monde, mais pour que les uns et les autres fassent un usage responsable des réseaux sociaux et qu'on sache situer la limite entre la décence, entre la courtoisie, entre la critique et les insultes. C'est une invitation qui est faite à tous. J'espère que les journalistes pourront aussi, chacun à leur niveau, y contribuer. Il y va de la nécessité, de la salubrité de notre démocratie, si je peux emprunter cette expression. Alors, pour revenir à la question de M. Passion, c'est bien d'être à Kinshasa, vous venez d'Uvira. Je comprends l'essence de vos préoccupations. D'abord, il faut savoir que dans cette guerre, nous avons 5 fronts, y compris le front judiciaire, qui est rattaché au front économique. Donc, bien au-delà de tout ce qui se passe au front sécuritaire, nous avons des services qui veillent que toutes les entreprises qui collaborent avec ceux qui nous agressent, évidemment, il y aura des sanctions qui suivront sur tous les plans, y compris au plan judiciaire. Peut-être que je vais avoir de plus amples détails au niveau de mes collègues du ministère de la Justice, parce que nous répertorierons les cas et nous y donnons de réponses. Sur la question des initiatives parlementaires au niveau provincial contre le gouverneur Pouroussi, il y a un rappel qui est fait. Nous étions il n'y a pas longtemps au Bandundu pour la conférence de gouverneurs où les présidents des assemblées provinciales ont été associés. Et le premier message du président de la République, c'est de nous assurer que nos assemblées provinciales puissent être stables. Parce que la préoccupation principale que nous avons, qui dépasse toutes les autres préoccupations, c'est le retour de la paix, mais c'est surtout les développements pour des provinces qui ne sont pas directement touchées. Et pour une province comme la province du Sud Kivu, qui connaît la situation de guerre que nous connaissons, il y a un besoin de stabilité. Ceci ne veut pas dire qu'on ne doit pas exercer un contrôle parlementaire, pour autant
que cela renforce l'efficacité. C'était une recommandation qui a été faite par le président de la République. J'étais dans la salle et tout le monde était d'accord. Maintenant, s'il y a des problèmes spécifiques, cela peut être géré d'une autre manière qui ne vienne pas perturber ou compliquer davantage une situation qui est déjà compliquée, parce que nous savons que les pères et les fils n'ont pas déchanté autour d'Uvira et qu'il y a besoin pour nous d'avoir une vigilance, y compris au niveau du fonctionnement de la province. Je pense avoir ramassé toutes les questions qui m'ont été destinées. Et Madame Gino, vous êtes revenue sur l'aboutissement du processus de Doha. Encore une fois, c'est un processus qui est complexe. Je rappelle que nous avons commencé les discussions pour le retour de la paix depuis le mois de juillet 2022. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement au mois de mai 2026. Nous avons beaucoup évolué au plan diplomatique, mais nous n'avons pas encore atteint l'objectif que nous recherchons, celui de la paix. Nous espérons y arriver dans les meilleurs des délais. Nous travaillons pour, et si vous avez vu le gouvernement américain prendre des sanctions contre l'armée rwandaise et des officiers au niveau du Rwanda, c'est parce que dans son rôle de médiation, il constate qu'il y a des attitudes qui ne concourent pas à la concrétisation des objectifs que nous nous sommes fixés librement devant le président américain. Je crois que dans ces cadres, il y aura la réunion que nous avons annoncée demain pour permettre la finalisation de l'opérationnalisation du mécanisme des cessez-le-feu et la poursuite des discussions sur des protocoles, notamment humanitaires, judiciaires, mais sur les autres protocoles listés dans les cadres du framework, ou disons, de ce qui avait été convenu à Doha en termes des protocoles. Vous pouvez compter sur nous, en tout cas pour le président de la République et pour tout le gouvernement. Nous allons nous assurer que nous avons fait notre part pour que la paix revienne très rapidement et pour que nos populations puissent retrouver leur espace habituel où ils font leurs activités. Voilà un peu ramasser les questions qui nous ont été posées. Monsieur le directeur général, vous avez 1 minute pour la conclusion de cet entretien. Évidemment, on a voulu faire une plongée sur la question de la sous-traitance qui, aujourd'hui, vous nous avez montré des signaux positifs de comment on évolue, même si la situation de l'Est a impacté dans les chiffres d'affaires globales générés par l'activité. Mais il est évident qu'il y a plus d'entreprises congolaises qui sont on board, comme on dirait en anglais. Il y a plus d'emplois qui sont générés. Il y a plus de collaborations qui sont faites, notamment avec l'ONEM ou avec le ministre de la formation professionnelle. Peut-être qu'on aura l'occasion de revenir une autre fois, mais pour ce soir, qu'est-ce que vous nous dites en guise de conclusion? Merci beaucoup. Je vais aller